Merci d'être venu pour cette nouvelle conférence de J'aime en débat. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Jean-Claude Casadesus. Bonsoir, monsieur. Chers amis, bonsoir, et je suis très honoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également nos partenaires, le Crédit Mutuel, Grenoble École de Management, pour son soutien. Pour démarrer cette conférence où nous parlerons de musique classique et de sa démocratisation, je laisse la parole à Moïra pour son billet d'humeur. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Casadesus, et bienvenue à Gênes, encore une fois. Vous êtes né le 7 décembre 1935 à Paris, dans une famille d'artistes. En effet, vos deux parents sont comédiens, vous suivez leurs pas en devenant musiciens, et vos enfants s'orientent à leur tour dans les arts. Vous commencez comme percussionniste, puis vous dirigez vers l'écriture, et finalement vers la direction artistique. En 1969, vous devenez chef permanent de l'Opéra de Paris, rien que ça, et de l'Opéra Comique, deux salles de spectacle de grande renommée. Cependant, le fait le plus marquant de votre carrière est sûrement la création de l'Orchestre de Lille. J'ignorais d'ailleurs qu'on puisse créer des orchestres comme ça. Enfin, je dis comme ça, mais vous décrivez plutôt cette expérience comme une épopée. Une épopée qui semble particulièrement réussie, puisque cet orchestre, dont vous avez la direction depuis pendant 40 ans, jusqu'à 2016, s'illustre à l'international. Mais vous ne vous arrêtez pas là, loin de là, ce serait trop facile. Cher public, préparez-vous, la liste va être longue. De 2005 à 2008, vous dirigez l'Orchestre français des jeunes et vous êtes jury des victoires de la musique de 2015. Actuellement, vous vous contentez du poste de directeur artistique de Lille Piano Festival et de président de l'École supérieure de musique et de danse des Hauts-de-France. Tout ça, finalement, cela montre votre implication profonde dans le monde musical. C'est d'ailleurs un fait reconnu puisque le nombre de médailles que l'on vous a desservies m'a quelque peu impressionné. On vous a fait commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, mais aussi grand officier de l'Ordre national du mérite. Je ne les cite pas toutes, ça fait un paquet. Peut-être le summum de la reconnaissance, c'est que vous apparaissez depuis 2021 dans le Petit Larousse illustré. Et on dirait que vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. Si vous êtes ici ce soir, c'est avant tout pour faire ce que vous faites de mieux, transmettre. Et transmettre sur la musique. C'est votre ambition, et c'est une ambition qui vous correspond bien en tant que chef d'orchestre. À ceux qui pensent que les chefs d'orchestre ne servent à rien, sinon à battre la mesure sur l'estrade devant les musiciens, vous répondez que le chef d'orchestre est au contraire essentiel, qu'il est celui qui donne son identité à l'orchestre, qui, comme un joueur de tennis, anticipe les mouvements de la balle. Le chef d'orchestre écoute et anticipe chaque son que vont produire les musiciens. Alors ce soir, j'espère que ce public sera réceptif à cette ambition, celle de l'émotion musicale qui, pour vous, embellit l'univers. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Flavie et de Paul, et vous souhaite à tous une bonne conférence. Alors, pour commencer, toute première question, très basique. Qu'est-ce que la musique classique selon vous, et en quoi elle se différencie des autres genres musicaux? Bon, alors écoutez, la musique, c'est pas d'abord la musique classique, c'est la musique tout court. La musique, c'est, pour ceux qui la font, c'est en général l'aboutissement ou le fruit d'une passion. La musique, comme chacun sait, elle est absolument internationale parce qu'il n'y a pas la subversion des mots. Elle parle un petit peu comme dans une auberge espagnole de la sensibilité où on apporte ce qu'on a de disponibilité. Il suffit de se mettre en état de réceptivité. Vous savez, souvent, tellement de fois dans ma vie, j'ai entendu dire « Oh, la grande musique, ça n'est pas pour nous ». Alors, c'est sans doute à cette grande musique que vous venez de faire allusion en parlant de la musique classique. Mais je vais parler un peu dans le désordre de la raison qui m'a amené à répondre à cette injonction. La grande musique, c'est pas pour nous. Quand j'étais en effet dans les années 69-70, chef d'orchestre à l'Opéra de Paris, un chauffeur de taxi m'emmène à l'opéra et me demande ce que je fais. Alors je lui dis, je suis chef d'orchestre. Il me dit, oh, ça c'est pas pour nous. Donc je me suis juré à ce moment-là que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour que ça le devienne. Parce que vous savez, il n'y a rien de plus émouvant que de voir briller dans l'œil de votre interlocuteur l'émotion que vous avez pu contribuer à lui transmettre. Alors c'est vrai que beaucoup de gens qui vous
vous parlez de la musique, le premier réflexe, ah oui, mais je n'y connais rien. Oui, mais enfin, il y a d'autres domaines où on n'y connaît pas grand-chose, dans le domaine de la saveur, que ce soit la grande cuisine, ou que ce soit les sentiments affectueux. Et ça s'apprend sur le tas, si j'ose dire, et on peut ressentir, on peut éprouver. Alors, la musique classique, c'est un domaine extraordinaire de génie que j'ai eu, comme beaucoup de mes amis, beaucoup de mes collègues, la chance de pouvoir fréquenter. C'est-à-dire que c'est la musique classique, on trouve, mais la musique, c'est la traduction la plus poétique de la vie, de ses joies, de ses souffrances, de ses voluptés. Ça peut faire rire, ça peut vous transporter, ça peut vous plonger dans un abîme de nostalgie. Donc ça, sans la subversion des mots, ça a la possibilité de vous transmettre le cœur même de l'émotion. Alors, je ne peux qu'encourager, ça me touche beaucoup de vous voir, peut-être que l'auditorium aurait pu contenir encore plus de personnes, mais de voir que l'idée d'entendre quelqu'un vous parler de musique ou de son métier peut vous intéresser, mais je ne peux qu'encourager tous ceux que je rencontre à aller au concert. Vous savez, je me suis occupé, avec l'orchestre que j'ai, notre ami Moïra vient de dire, je ne sais pas comment on fait pour créer un orchestre, mais je vais vous raconter, parce que ça aussi, comme c'est en effet une épopée, celle que j'ai vécue avec l'orchestre de Lille, c'est quelque chose qui vaut le détour, si vous voulez, dans le côté un peu iconoclaste du départ. Et, je veux dire, les gens qui tout d'un coup découvrent au concert, quand ils y vont, quand ils découvrent cette magie du son, il y a quelque chose de, voilà, il y a quelque chose, une part d'humanité qui, je crois, dans le monde quand même pas si facile que l'on traverse de nos jours, peut contribuer à fédérer les cœurs, à fédérer les âmes, à rapprocher. Il y a un lieu commun qui dit la musique adoucit les mœurs, pas toujours, mais elle contribue en tout cas à permettre une réflexion philosophique et humaine qui est je crois, d'un grand secours. Alors, voulez-vous que je vous dise un mot sur la création de l'orchestre que venait d'évoquer notre ami Moïra? Le ministre de la Culture de l'époque, c'est-à-dire 75, je pense que pas grand monde d'entre vous n'était né, vient me voir alors que j'étais directeur de l'orchestre des Pays de la Loire, à laquelle j'avais contribué aux côtés de celui qui a été mon maître, Pierre Dervaux, qui était un grand chef d'orchestre français. J'étais donc directeur de cet orchestre à Nantes, et Michel Guy, qui était en visite dans la région, me dit, voilà, quelque chose à vous proposer. Je vous dis tout de suite, c'est sans doute un cadeau empoisonné. Bon, monsieur le ministre, est-ce que vous accepteriez de terminer le contrat d'un orchestre qui est destiné à disparaître? Oui, en effet, c'est intéressant. On était au mois de mars. Tous les orchestres de région, selon le vœu à l'époque de M. Giscard d'Estaing, président de la République, avaient été recentralisés ou restructurés en direction de Paris et, en effet, étaient voués à disparaître dans les régions où ils opéraient. Alors, je ne vous fais pas le dessin, mais vous allez l'imaginer, j'accepte, j'arrive dans le Nord que je ne connaissais pas, je suis accueilli par une sorte de bronca syndicaliste de gens dont je pouvais parfaitement comprendre la détresse. Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Il vient nous faire jouer alors qu'on sait qu'on va disparaître au mois de décembre. Donc à l'époque, il n'y avait pas de TGV, il y avait ce qu'on appelait, comment ça s'appelait le train à l'époque, le Corail, oui, le Corail. Paris-Lille, Lille-Paris, Paris-Lille, Paris. Pendant 2 mois, il ne voulait pas jouer, et c'était vraiment l'expression de la colère et de la détresse. Et puis, au bout de 2 mois, je me confie que je n'avais pas appris au conservatoire l'art des joutes oratoires, mais il faut bien dire que de temps en temps, ça rend service. Et je leur ai dit, c'est la dernière fois que je viens, si ça vous intéresse de survivre, je ferai tout pour que nous sauvions notre maison.
Il restait sur 57 musiciens, 33 musiciens. Nous avons engagé des supplémentaires, ils ont accepté de jouer. Le délégué, un des délégués très dur, s'est assis, a dit bon, j'invite mes camarades à jouer. On a fait le concert, on aurait dit si j'ose dire, des demi-soldes de la bataille d'Austerlitz qui revenaient après une grande échauffourée. Ils ne jouaient plus depuis un certain temps. Premier concert, 57 musiciens sur scène, 51 spectateurs. Bon. Et puis, on s'est mis à travailler. Et puis, j'appelais moi-même les maires. J'appelais les attachés culturels, dont on avait donné les coordonnées, pour leur proposer des concerts pour les jeunes, pour les tout jeunes, pour les moins jeunes. J'ai essayé de bâtir tous les prémices de mon action sur le contact avec vraiment les jeunes enfants, les jeunes étudiants, les collégiens, et d'essayer de semer des graines. Alors, je dois dire que ça a pas mal réussi, parce que j'avais une devise qui était porter la musique partout où elle peut être reçue, appuyée par une autre qui était, alors ça, c'était musical, servir, oser, transmettre et obtenir. Alors, qu'est-ce que c'est? Servir, c'est la responsabilité qui m'incombe d'être le passeur de la pensée des compositeurs. C'est un gros investissement, c'est un grand travail. C'est un travail qui passe par l'analyse, qui passe par la compréhension du texte que vous avez à transmettre aux musiciens. C'est un travail de rigueur qui doit déboucher sur, vous êtes près des cimes de merveilleuses montagnes, et c'est vrai que de temps en temps, quand on est arrivé au bout de l'étude de certains chefs-d'œuvre, la volupté qui nous envahit et qu'on essaye de transmettre n'a pas son égal. Servir au service du compositeur, oser, c'est s'autoriser quelques transgressions qu'on croit positives. Vous savez, la musique, elle est écrite, tout est marqué, il y a les fortés, surtout dans la musique à partir de la musique romantique jusqu'à nos jours. Dans la période de la musique classique et de la musique baroque, c'était surtout le claveciniste et les musiciens qui, en fonction de l'écriture, sentaient s'il fallait aller un peu plus vite, s'il fallait aller un peu plus fort, un peu moins fort. À partir du 19e siècle et dans la musique contemporaine, les compositeurs ont écrit très précisément ce qu'ils souhaitaient entendre. Donc, oser, c'est aller quelquefois à un silence plus habité qu'un autre, c'est un mouvement, une couleur, faire vivre la musique. Je viens de vous dire que la musique, pour moi, c'était la traduction la plus poétique de la vie, avec tout ce qu'elle peut transmettre. Et en effet, il y a un grand nombre de paramètres quand on se trouve face à une partition. La partition, c'est l'ensemble des parties, parce que souvent on dit « Ah, le violoniste, j'ai ma partition ». Non, c'est la partie du violon. L'ensemble des parties de tout l'orchestre, flûte, hautbois, clarinette, basson, corde, trompette, trombone, harpe, percussion, violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse. L'ensemble, c'est la partition sur laquelle tout est marqué. Alors là, il s'agit, en effet, on ose quelques transgressions qu'on croit positives, et puis, il faut la transmettre aux musiciens, il faut la transmettre au public, il faut se la transmettre à nous. Et le quatrième volet, c'est obtenir, et c'est évidemment la chose la plus complexe. Qu'est-ce que c'est que d'obtenir quand vous êtes face à une assemblée? Bon, vous êtes, voilà, une petite cinquantaine. Moi, j'ai en général devant moi des orchestres de 100 musiciens. Chaque musicien attend une seule chose, que le cocher, le chef d'orchestre qui est en face d'eux, leur permette de faire leur métier le mieux possible. La première des choses, elle passe par évidemment la clarté. La clarté, c'est les temps que la main droite dessine. La main gauche, c'est celle du cœur, c'est celle des couleurs, c'est celle des dynamiques, c'est celle qui peut calmer les tempêtes ou au contraire les déchaîner. Et puis, une fois que vous êtes devant toute cette assemblée, vous devez unifier les respirations et faire en sorte que non seulement les musiciens s'écoutent entre eux, qu'ils comprennent, grâce aux gestes du chef d'orchestre, qui a la parole,
qui ne l'a pas, qui est au premier rang, qui au contraire est dans une route secondaire. Au fond, être chef d'orchestre, c'est un métier d'enquêteur. Vous devez déterminer les paysages, vous devez déterminer les sentiers, les routes, les autoroutes. Vous devez en effet comprendre quelle est la place de chaque section de l'orchestre. Alors je disais à notre ami tout à l'heure que moi j'arrive de Montpellier, là, vous savez, la Covid, je suis devenu un intermittent du spectacle, il nous a beaucoup frappé depuis 2 ans, donc tous les concerts se sont raréfiés, mais ça recommence tout doucement, et j'arrive de Montpellier avec un très très gros programme. Une œuvre de musique contemporaine, une symphonie de Shostakovich, la symphonie avec orgue de Saint-Saëns, et puis une œuvre absolument magnifique. Eh bien, un concert, avant la première répétition, exige dans l'étude environ, en ce qui me concerne en tout cas, entre 130 et 150 heures de travail pour un programme. Donc vous devez aborder, quand vous êtes devant une partition, vous devez aborder la partition avec une conception du même genre que celle qu'on nous apprend avec le Lagarde de Michelard ou le Mitterrand. Enfin, vous savez, d'où part-on dans une poésie? Où va-t-on? De quelle façon est-ce que c'est balancé? De quelle façon est-ce que les temps forts, les temps faibles, voilà. Vous devez analyser. Au-delà de l'analyse, pardon, je suis un tout petit peu pris. J'ai voulu honorer cette rencontre, mais j'étais un petit peu fiévreux hier et avant-hier. Alors j'ai encore des petits trucs qui se baladent dans mon lit. Mais vous comprenez, vous m'entendez bien là, vous m'entendez bien. Et donc, à partir du moment où on est devant l'orchestre, on doit transmettre tout ce que l'étude à la table vous a dicté. Et alors voilà, bon, ça c'est la première partie de ce que l'on peut dire. La clarté, l'exigence, et puis, il y a une chose, il y a sûrement des musiciens parmi vous, s'ils ont eu le Lavignac, c'est un grand livre de solfège qui en effet fait partie des débuts d'études, où il y a marqué la musique, c'est le respect des valeurs. Je trouve que philosophiquement, ça veut dire quelque chose. On est dans une société où souvent, hélas, les valeurs sont extraordinairement foulées aux pieds. Absence de respect, manque de considération, chacun pour soi, égocentrisme au pluriel. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion qui doit, je crois, qui peut se transmettre sur la nécessité absolue de retrouver le chemin de valeurs qu'en tout cas dans la musique, on s'applique quotidiennement. Une noire, c'est pas une blanche, une double croche, c'est pas une triple croche, des triolets, c'est pas des sextolets, enfin, etc. Et il y a quelque chose de, si vous voulez, de très technique, et au-delà de cette technique, il y a la transcendance. Il n'y a aucune grande interprétation sans liberté. Mais cette liberté, là aussi philosophiquement, ça veut dire quelque chose, ça n'est que le fruit de la plus grande rigueur maîtrisée, mais cette rigueur devient volupté pour l'accomplissement du désir. La première partie, vous allez maintenant me dire autre chose. Je vous ennuie pas trop, non? Je vous apprends des trucs? Vous avez parlé de la musique classique comme la transmission d'une émotion, mais vous venez aussi d'évoquer la technicité liée à la musique classique. Est-ce que, pour vous, sans la connaissance de la musique classique, il est possible de l'apprécier à sa juste valeur et d'en ressentir l'émotion qu'elle procure? Alors c'est une très bonne question parce que beaucoup de gens à qui vous demandez est-ce que vous allez au concert, est-ce que vous aimez la musique? Ah, oui, mais je n'y connais rien, comme si on se mettait en période de défensive. Quand on veut devenir musicien professionnel ou un amateur éclairé, évidemment la technique est importante, le solfège est important, mais c'est comme, si vous voulez, c'est comme d'apprendre l'algèbre ou d'apprendre la philosophie quantique ou d'apprendre la géométrie. On apprend qu'il y a des lignes qui doivent se croiser d'une certaine façon. Il y a le chiffre pi qui nous a dit quelque chose, 3, 14, 116. Bon, à un moment donné, pour aller de plus en plus haut, on apprend. On apprend. Bien sûr qu'on apprend pour devenir quelqu'un qui pratique la musique. Mais on peut aussi, à la base, et c'est ce qui a été réalisé d'ailleurs au Venezuela, par un monsieur qui s'appelait M. Abraou, et dont sont sortis des jeunes talents, dont un assez illustre
qui s'appelle Dudamel, qui est un jeune chef d'orchestre de 40 ans, 42 ans, et qui au Venezuela, qui est une des villes les plus violentes du monde. Ce monsieur Abraou, qui est malheureusement mort, mais a consacré toute sa vie à l'édification d'orchestres. Alors aujourd'hui, on a repris ça en France, ça s'appelle les orchestres Demos, et alors on apprend à ces enfants, à ces jeunes, à d'abord découvrir le bonheur du son. Découvrir le bonheur. Voilà, on tape sur un truc, ça fait un... Et puis on apprend à domestiquer le son. On n'apprend pas au départ le solfège qui est évidemment rébarbatif. Mais par contre, on apprend à taper sur des casseroles, sur des instruments de musique. On donne le sens de la liberté avant le sens de la rigueur qui est indispensable pour l'accomplissement en effet de la construction musicale. Mais pour en revenir à ce que vous me disiez, il suffit de se mettre en état de réceptivité. Moi, vous savez, quand je suis arrivé dans le Nord, qui avait énormément donné, ça a été les soutiers de la France pendant des années, le textile, le charbon, l'acier, tout ça s'est écroulé par pans entiers. Il n'avait pas eu l'occasion, à part des orchestres d'harmonie, des orchestres de fanfare, quelquefois, qui étaient d'ailleurs très souvent nourris par des Polonais qui venaient chez nous, et qui étaient mineurs, et qui se réunissaient après le travail pour pouvoir faire un peu de musique ensemble. Ils n'avaient pas eu le temps de se pencher sur vraiment leur culture. Et je dois dire, sans aucune forme de prétention, croyez-le bien, mais quand je suis arrivé il y a 45 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait pas de salle de concert, il y avait très peu de musées, il n'y avait pas d'opéra, pas de théâtre. Or, j'ai convaincu, parce qu'on travaille avec les politiques, je vous dis tout de suite que je n'ai jamais été inscrit à aucune obédience ni à aucun parti politique, quel qu'il soit, parce que ma politique, c'était d'essayer, d'une façon œcuménique, de transmettre au plus grand nombre, et particulièrement de cette région qui avait beaucoup souffert du chômage, tout ça s'est écroulé par pans entiers, le textile, le charbon, l'acier, j'ai vécu des drames, j'ai fait des concerts de solidarité pour des gens qui désespéraient de perdre leur travail, mais ça a créé des liens de fraternité, ça a créé des liens assez extraordinaires d'humanité dans l'émotion que ces gens chez lesquels j'avais décidé d'aller, de convaincre d'abord les musiciens qu'il fallait aller vers les gens et non pas attendre qu'ils viennent vers vous, ils reviennent vers vous. Il faut d'abord aller vers eux pour démocratiser ce que, à tort, on a dit. Oui, c'est élitiste, c'est pas à tort d'ailleurs. Oui, nous sommes élitistes. Oui, je revendique que nous soyons élitistes, mais c'est l'élite du cœur. C'est le désir de transmettre cette possibilité élitiste à ceux qui s'en croyaient éloignés ou incapables. Donc c'est ce que j'ai convaincu Pierre Mauroy, qui était un homme d'une très grande hauteur de vue et très intelligent, de m'aider, parce que évidemment m'aider c'était donner des moyens. Vous avez un formidable lieu, je suis épaté et époustouflé devant la beauté de ce qui est votre lieu de travail, et c'est une grande chance, mais ça demande des moyens, et la musique ça demande des moyens aussi. Mais ça coûte moins cher qu'on ne le croit, parce que ce qui coûte cher, c'est l'absence de culture. Parce qu'il y a une espèce d'anarchie qui se crée, il y a des déploiements d'égocentrisme, et puis la part d'humanité et le lien que ça peut créer est tout à fait, de mon point de vue, exceptionnel. Donc, j'ai convaincu mes musiciens d'aller vers les gens. Nous sommes allés dans des petites villes, j'ai visité aux alentours de 250 villes ou villages dans la région du Nord-Pas-de-Calais, et j'ai emmené mon orchestre dans 32 pays dans le monde, 4 continents, et on a débuté tout petit, hein, c'était en 75, la fin 75, on a été porté sur les fonds baptismaux par Pierre Mauroy en 76, le 3 janvier 76, et je dois dire que de temps en temps, la chance vous sourit dans des moments d'adversité. Je rencontre quelques jours avant le premier concert officiel de mon orchestre, qui était le 3 janvier 76, je rencontre chez des amis Rostropovitch, qui était, comme vous le savez, un immense violoncelliste, qui devait faire un récital dans la région, et qui me dit « Alors, toi, quoi faire ?» Je lui dis « Moi, faire concert. » Il me dit « Alors, moi, faire concert avec toi. » Et il m'a donné son parrainage, sans
gratuitement, ce qui était quand même assez phénoménal. Et tous les sceptiques, car Dieu sait s'il y en avait, car la France s'illustre à la fois ce pays merveilleux par, en effet, son sens critique extrêmement élevé, ont été stupéfaits de voir qu'après 3 mois de travail en préparation, nous étions pour le premier concert officiel de l'orchestre, nous étions parrainés par cet immense artiste. Et puis on s'est mis à travailler très très fort. Après ça a été un premier grand échiquier avec Jacques Chancel, un second grand échiquier, le festival d'Aix-en-Provence, la première tournée en Italie en 81, et ensuite le Japon, les États-Unis, puis après l'Europe, voilà. Et les gens ont ressenti comme un hommage rendu à leur dignité le fait que cet orchestre, petit à petit, qu'ils voyaient apparaître à la télévision et dont ils entendaient dire les actions dans le monde entier, ils se sont sentis, je peux vous dire qu'il y a eu une forme, c'est quelque chose de très émouvant, ils se sont sentis respectés. J'ai aussi décidé de porter la musique dans, comme je le disais, partout où elle peut être reçue, dans des lieux de souffrance, à l'hôpital, en lieu de détention. Et on ne dira jamais à quel point les gens qui, tout d'un coup, peuvent communier ensemble dans une émotion, voilà, c'est l'abolition, au fond, de toutes les castes, si vous voulez, de toutes les différences. C'est pas, comment je dirais, il y a des choses plus excitantes que de faire des concerts en prison, mais quand vous vous rendez compte que tout d'un coup, ça peut apporter une part d'humanité dans des lieux de souffrance, et que quand vous rencontrez des gens qui après vous disent, quand ils sont sortis de prison, vous nous avez respectés, vous n'êtes pas venus jouer en jean, tout ça fait partie, je crois, des comportements sociétals qu'il me paraît important de soutenir. Voilà. Alors, plusieurs salles de concert se sont érigées. Il n'y en avait aucune quand j'ai commencé. J'avais décidé, quand j'aurais 80 ans, ce qui là s'est arrivé trop vite, mais enfin, il y a déjà 6 ans, que je quitterais mes responsabilités pour pas qu'on dise « ah, il est là depuis trop longtemps ». Mais j'avais décidé de ne partir que lorsque j'aurais eu la garantie et la réalisation d'une salle de concert que j'ai obtenue après 10 ans de combat, tout à fait exceptionnelle, des finances en ordre, un public construit, et je m'occupais d'environ 15 000 enfants par an dans la région, des enfants de quartier très difficiles qui maintenant sont adultes, et je vous citerai une seule, si vous voulez, une seule comment dirais-je, phrase, expérience d'un jeune homme que j'avais connu quand il était pratiquement un petit délinquant avec son frère et d'autres dans une école de Roubaix, qui est devenue une école avec laquelle je m'étais jumelé. Je le rencontre il y a 2 ans chez le préfet de Lille. Il me dit « Vous ne vous souvenez pas de moi ?» Mais vous savez, dans les années 90, fin 90, nous étions avec mon frère à Areski, c'était deux petits Algériens, Mohamed et Areski. Bah, écoutez, mon frère a fait Sup de Co, moi j'ai fait Sciences Po, et je suis un des bras droits du préfet, et je tiens à vous dire que c'est grâce aux portes que vous nous avez ouvertes. Voilà. Alors c'est une chose très émouvante, comme aussi un jour à Hasbrook, où une délégation d'anciens ouvriers de l'Usinor de Nain sont venus me voir après un concert, et m'ont dit, voilà, écoutez, on vient témoigner aujourd'hui de notre reconnaissance quand vous avez fait des concerts de solidarité. J'ose dire que vous en avez sauvé certains d'entre nous du suicide et que d'autres, grâce à votre intervention, ça a permis de redonner de l'espoir et de la confiance. Ils se sont réinscrits à des activités artistiques aussi, recommencer à jouer d'un instrument de musique. Donc, je ne dis pas que c'est la panacée, mais je pense qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans le fait de transmettre quelque chose qui vient du cœur. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le plus court chemin d'un cœur à un autre », mais je crois que la musique, c'est réellement ça. Il n'y a pas la subversion des mots, c'est véritablement le contact direct avec quelque chose d'impalpable. Vous savez, la musique, c'est comme une très grande prairie dont les notes seraient des fleurs et dont les musiciens seraient les jardiniers. Merci beaucoup en tout cas pour toute cette réponse. Je vais maintenant parler un petit peu plus de la transmission des œuvres classiques.
Aujourd'hui, notamment, je pense au cinéma, qui permet de mettre une image sur la musique classique. Les bandes originales sont quand même, je pense, les œuvres classiques les plus écoutées. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la musique classique peut se séparer du cinéma pour être davantage transmise? Et est-ce que le cinéma est un bon vecteur de communication de la musique classique? Écoutez, ce sont deux choses différentes. Vous avez des chefs-d'œuvre qui sont, commençons à Jean-Sébastien Bach, par exemple, Jean-Sébastien Bach, Rameau, on avance, vous avez Mozart évidemment, qui est extraordinaire, Haydn, Mozart, Beethoven. Beethoven a été le grand romantique du 19e siècle. Pour moi, c'est le premier rocker du 19e siècle. Je trouve que son rythme échevelé et son extraordinaire groove, si vous voulez, quand vous entendez. Bon, il faut envoyer, si j'ose dire, mais l'énergie qu'il y a dans cette musique, sa forme d'espérance chez quelqu'un qui a été bouleversé très tôt par une infirmité horrible, pour un musicien qui était la surdité pratiquement totale à 26 ans, qui n'a pas entendu le reste de ses œuvres, mais qui a témoigné, qui a envoyé des messages d'espérance extraordinaires. À la suite de ça, il a engendré Wagner, il a engendré Verdi, il a engendré Berlioz, qui ont engendré Saint-Saëns, Ravel, Debussy, et ensuite Varèse, Boulez et les compositeurs contemporains. Donc c'est une grande ligne. Tout ça, ce sont les chefs-d'œuvre du patrimoine, qui se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'images, de projecteurs, de fausses moustaches ou de perruques pour les entendre. Je reviens à ce que je disais au début de notre entretien, il suffit de se mettre en état de disponibilité pour les entendre. Mais le cinéma, qui est aussi un formidable moyen de communication, le théâtre, le cinéma, mais le cinéma, bien sûr, encore plus, a eu, grâce à la musique, et peut-être réciproquement pour certaines musiques, une possibilité de réciprocité étonnante. Piala, par exemple, a utilisé dans plusieurs de ses films de la musique classique, notamment Sous le soleil de Satan, la première symphonie de Henri Dutilleux. Henri Dutilleux, qui est un de nos très grands compositeurs contemporains, qui est mort il y a quelques années, qui est mort à 96 ans, mais qui était, comme Messiaen, aussi quelqu'un qui faisait partie du patrimoine français. Bon, est-ce que ça s'apporte mutuellement? Oui. Mais ce sont des paramètres qui donnent encore plus de qualité, si vous voulez, à certaines entreprises. Simplement, on peut, sans s'ennuyer, si c'est bien fait. Parce qu'on peut aussi se passer les pieds à un concert. On peut aussi se dire, oui, voilà. Ça dépend des interprètes. Si vous avez des interprètes qui viennent, qui font tout pour vous ravir, c'est-à-dire vous arracher à votre propre univers, pour vous rapter par leur force, par leur tendresse, par leur violence, par la traduction de tout ce qu'ils ont, il n'y a pas besoin, les images, elles se font d'elles-mêmes. Vous fermez les yeux, et c'est ce que j'avais indiqué aux nombreux enfants dont je me suis occupé. J'aurais souvent dit, fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Laissez parler, laissez vivre votre sensibilité. Et je vous assure que franchement, si j'ose dire, l'essayer, c'est l'adopter. Mais on peut aller aussi au cinéma, et que l'image, mais quelquefois pour certains chefs-d'œuvre, c'est presque dommage, parce que autant pour le cinéma d'ailleurs que pour la musique, on peut être distrait par autre chose que la concentration qu'exige une ou l'autre de ses œuvres. Il y a un film qui est merveilleux, d'ailleurs, qui réalise, je trouve, les deux paramètres d'une façon formidable, c'est Amadeus. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Quelles que soient les erreurs historiques, c'est une merveille absolue. Bon, il y en a d'autres, Stanley Kubrick en a fait plusieurs, mais voilà. Il y a la culture, vous savez, la culture c'est un tout. La culture c'est quelque chose qui passe par l'œil, qui passe par l'oreille, qui passe par la relation humaine, qui passe tout ça. Et la musique en est un des éléments qui, en ce qui me concerne, me paraît très important. Merci beaucoup. Vous en avez parlé, la démocratisation de l'art et de la musique se fait aussi par l'espace de diffusion. Et par exemple, à Grenoble, le musée de Grenoble a des grandes baies vitrées pour attirer un public, pour le connecter à la ville. Est-ce que vous connaissez des endroits où sont jouées de la musique classique avec de telles caractéristiques, ou est-ce que vous pensez à des caractéristiques d'espace de diffusion qui pourraient être amenés pour diffuser la musique plus largement? Mais écoutez, je crois que j'ai joué dans tous les endroits possibles et imaginables qui étaient capables d'accueillir de la musique, entre autres au musée.
le musée de Lille, le musée des Beaux-Arts, qui est le 2e ou 3e musée de France, qui est un très très beau musée. Bien sûr que la musique peut s'exporter dans un grand nombre d'endroits. Il y a des lieux qui sont spécialement faits pour qu'elle soit diffusée le mieux possible, qui sont les auditoriums. Mais j'ai joué parce qu'il n'y avait pas de salle de concert dans des salles de sport, dans des églises, dans des salles de fête, en plein air, sous des tentes. On peut, justement, la musique, on peut la transporter partout. On peut, à l'inverse de, évidemment, l'opéra, c'est plus compliqué quand il y a des décors, si vous voulez. Mais oui, je crois qu'il ne faut pas non plus trop, comment vous dire, dans votre question, il y a l'idée que finalement, il faudrait vraiment beaucoup ramer pour attirer des gens vers la musique. Je ne veux en aucun cas être prétentieux, mais je viens de faire une dizaine de concerts dans les 2 mois qui viennent de passer, ils étaient tous archi pleins. À Paris, la Philharmonie, le 7 décembre, il y avait 2600 places, il y avait 2600 personnes. À Tours, où j'ai été au réveillon de Noël, c'était pareil, il y avait 1600 personnes, j'en viens de Montpellier, c'était plein. Donc, il y a en effet l'attirance de certaines personnalités, de certains programmes et de la qualité. Mais c'est pareil pour la variété. Vous avez des artistes de variété qui attirent beaucoup de monde, d'autres moins. C'est pareil pour le théâtre. Vous avez des acteurs qui jouent devant des publics confidentiels et d'autres qui transcendent leur espace. La culture, elle passe aussi par la qualité de ceux qui la font. Et c'est en effet, c'est normal, je dirais. Dans vos métiers, c'est aussi ceux qui seront les plus performants qui auront probablement les meilleures situations. Je pense que vous allez tous être très performants avec un tel environnement. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc vous avez parlé effectivement de vos salles combles à plusieurs reprises. En revanche, je me permets de parler pour moi personnellement. Je sais que par exemple j'avais partie d'un orchestre, on faisait pas mal de concerts où il y avait souvent très peu de monde. Alors est-ce que justement il y a du monde parce que vous êtes connu dans le milieu, parce que vous avez un nom, parce que également vous allez dans des villes où on peut avoir une sensibilité peut-être différente par rapport à d'autres villes, comme par exemple éventuellement Grenoble. Je sais que parfois c'est compliqué. Est-ce que justement ça ne dépend pas aussi des villes et de la personne qui présente ce concert? Alors, je veux dire, c'est toujours un combat. Il n'y a rien d'acquis. Et il faut toujours, sans arrêt, il faut reconvaincre, il faut par son action sur le terrain, il faut prouver sa nécessité, prouver l'intérêt que ça représente pour les politiques qui eux-mêmes font les choix de soutenir ou de ne pas soutenir. Vous savez, ça a été une bonne excuse de dire ah oui, l'art et surtout la musique c'est élitiste pour, dans certains cas, l'éradiquer ou ne pas l'aider. Quand je vous dis que Pierre Mauroy avait compris le projet que j'avais pour le développement de la musique dans sa région, il m'a dit il faudra que vous m'aidiez. Je lui ai dit attendez, j'ai mal entendu, c'est moi qui viens vous demander votre aide. Il me fait ah non, parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans une certaine partie de la région, qui veulent qu'on donne l'argent de l'orchestre au football. Bon, pourquoi pas, mais alors il faut essayer de prouver que ça peut être nécessaire de soutenir les deux. Il ne faut pas que ce soit au détriment d'une ou d'autre activité. Mais j'ai réussi, si vous voulez, bon, je connais bien que mon exemple personnel, on ne peut pas partir de plus bas que je ne suis parti. Quand je dis que le premier concert, il y avait 57 musiciens sur scène et 51 spectateurs, il y a plus encourageant. Donc alors après, il faut aller, je vous dis, il faut retrousser ses manches et pas attendre que les gens viennent. Ils ne viennent pas si on ne va pas vers eux. Donc c'est ça, si vous voulez, la démocratisation, elle devrait être, à mon avis, dans le cahier des charges de toutes les associations subventionnées, parce qu'il ne faut pas, on a des droits et des devoirs quand on est subventionné. Je veux dire, il ne faut pas simplement se contenter de recevoir les avantages que peuvent représenter les soutiens. Il faut se demander, d'une façon citoyenne, à qui ça peut profiter et comment. Et au début, les salles sont vides. Ah ouais, c'est vrai, moi j'en ai connu beaucoup au début, mais j'ai 40 ans de bouteille derrière, 45 ans. Donc c'est un long travail, c'est en permanence à recommencer. On a vécu et subi des collectifs, et malheureusement ça reviendra. Et dans ces moments-là, voilà, il y a des vraies questions qui se posent au groupe. L'orchestre, c'est un groupe. Il faut aussi essayer de communiquer avec les groupes
pour pouvoir avoir leur avis, leurs sentiments et recueillir, si possible, leur assentiment pour sortir du confort auquel autrefois on était habitué. C'était en général des publics âgés qui venaient au concert écouter Mozart ou qui écoutaient Beethoven. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent au concert. Et il y a beaucoup d'orchestres de jeunes qui font de la musique. Il y a un certain engouement qu'il faut exploiter et qu'il faut aussi, à mon avis, exploiter avec l'éducation nationale, qui sur ce plan-là, je crois, a des progrès à faire. Il ne suffit pas d'enseigner le pipeau dans certaines classes faites par de gentils amateurs, il faut permettre, je crois, à emmener les jeunes, ce qui se fait de temps en temps au concert, aux répétitions. Moi, j'ai été probablement le premier à accueillir des enfants de quartiers très difficiles, qui est une école, entre autres, à laquelle je faisais allusion il y a 2 minutes à Roubaix, qui, pour cause de délinquance, devait fermer. Enfin, c'était un désastre. Je les ai rencontrés par hasard un jour, ils avaient raté un bus. C'était devant l'entrée de la salle de répétition. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, on a raté le bus, on devait aller, je sais pas où. Je dis, vous aimez la musique? Quoi, la musique, il y a du rap? Ben non, on veut toujours venir, rentrer donc. Il n'y a pas des caramels, mais vous verrez. Alors, ils sont rentrés, et puis ce jour-là, ils devaient interviewer quelqu'un d'autre, un journaliste, je crois. Ils m'ont demandé de leur parler. Et puis, on a créé des liens, et je vous disais que de cette école sont sortis 2 jeunes gens, entre autres, qui sont venus témoigner, et qui avaient fait une carrière. Donc, si vous voulez, on jette des petites pierres, mais c'est toujours bénéfique, et je pense qu'on doit à certains instituteurs et à certains professeurs, on doit des développements extraordinaires de personnalité. Alors, je ne suis pas ici pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, je pense simplement qu'on n'a pas encore mesuré toutes les capacités, j'ose dire, thérapeutiques de la musique dite grande. Et j'ajouterai une chose, quand on a transmis un désir à des enfants, ce que je me suis efforcé de faire pendant des années, on leur a transmis le désir et la nécessité de l'accomplissement du désir qui passait par la rigueur. Je vous ai dit que cette rigueur, en effet, devenait volupté. Mais la philosophie, encore une fois, de la chose, c'est qu'il n'y a aucune délinquance dans les écoles de musique. Parce qu'on n'a pas le temps de faire des bêtises. Quand on a une passion à réaliser, quand tout d'un coup on a une espèce d'idéal à concrétiser, je crois qu'on se réalise différemment de ceux qui n'ont pas, hélas, ni de désir, ni de projet. Merci beaucoup. Vous êtes très engagé avec la jeunesse, comme vous venez de le dire. Vous avez, par exemple, coordonné le festival transsibérien qui a permis le rassemblement d'un jeune orchestre franco-russe et donc, par là même, le rassemblement de la culture française et russe. Quelle est pour vous la portée géopolitique de la musique classique? Écoutez, c'est un langage totalement international. À partir du moment où vous avez dans les orchestres aujourd'hui, après des concours exigeants, des Asiatiques, des Noirs, il n'y en a pas énormément, mais il y en a, des Maghrébins, des Latins, des Suédois, des Finlandais, des Russes, la musique les réunit. Les jeunes, encore plus. Il y a eu Erasmus, c'est une formidable possibilité de voyager. Il suffit de bien jouer pour rentrer dans un orchestre. Vous passez un concours exigeant. J'ai instauré, pour que ce soit démocratique, ça ne se faisait pas encore à l'époque, en 1976, des concours derrière par avant, pour pas qu'il y ait de discrimination. J'ose dire que j'ai un grand nombre de femmes qui travaillent, j'avais un grand nombre de femmes qui travaillaient non seulement à l'administration, mais aussi dans l'orchestre, et qu'un travail égal, ça les régale. Parce que ça aussi, c'est important. Donc pour la musique, si vous voulez, c'est en tout cas un métier, une possibilité d'égalité vraiment très importante et très intéressante entre les différentes couches de la société. Je me permets également de rebondir. Je me souviens qu'en 2021, Ibrahim Malouf avait un peu condamné aussi le fait Ibrahim Malouf. Ah, Ibrahim, oui. Il avait fait quoi? Il avait condamné, lors du concert du Nouvel An, le manque de diversité ethnique au sein de l'orchestre de Vienne comme de l'orchestre de Paris. Est-ce que vous pensez effectivement que
aujourd'hui, la diversité ethnique n'est pas assez représentée, n'est pas assez présente au sein des grands orchestres professionnels tels que ceux de Vienne. Est-ce qu'il y a des solutions possibles à cela? Comment expliquer également Écoutez, je veux dire, ça pose problème, ça évolue beaucoup. Bon, en effet, Karajan, du temps où il vivait, a voulu introduire une clarinettiste solo qui jouait merveilleusement bien dans l'orchestre. Ça a fait une levée de bouclier terrible. Mais bon, il y avait un côté, voilà, c'est ça, il faut qu'on joue entre nous, les hommes, etc. Ça change totalement depuis quand même une trentaine d'années. Bon, Ibrahim, j'aime beaucoup, on en a un peu parlé, c'était une saillie. Bon, je crois que quand même, si vous voulez, ce sont les musiciens eux-mêmes qui décident, mais il y a des femmes, hein, regardez l'orchestre de Vienne, il y a maintenant un certain nombre de femmes. Il n'y en avait pas du tout à Berlin, il y en a maintenant quelques-unes, sans doute pas suffisamment. Il n'y a pas non plus beaucoup de femmes chefs d'orchestre, mais il n'y a pas non plus beaucoup de bons chefs d'orchestre hommes. Donc, si vous voulez, c'est l'appréciation du public connaisseur qui fait qu'on remplit les cases. Et en ce qui concerne l'engagement des musiciens, il y a énormément de femmes dans les orchestres. Je pense qu'elles sont, en tout cas, pour beaucoup d'entre elles, plus acharnées et plus travailleuses que les hommes. Et c'est vrai qu'on disait aussi à HEC, non, vous ne travaillez pas pour être secrétaire, montrez que vous savez faire autre chose. Vous êtes tous là, je crois, avec toute cette diversité représentée, vous avez certainement aussi l'idée que vous pouvez faire tous les uns et les autres les mêmes travaux, les mêmes approches. J'en suis personnellement, moi, totalement convaincu. Simplement, il y a des vieilles habitudes qui sont parfois un peu difficiles à éradiquer, mais on y arrive. Ça vient à cause des concours, d'ailleurs. Et je vous dis, quand on fait des concours d'ailleurs auparavant pour les instrumentistes, il n'y a pas de triche possible, hein. Sauf si on entend. On se dit, ah tiens, il a des talons hauts, c'est peut-être une femme. C'est peut-être des talons hauts, enfin, je plaisante, mais si vous voulez, de plus en plus, c'est la qualité qui compte. Mais il ne faut pas que, j'ajouterais, il ne faut pas que non plus ce soit inversé dans l'autre sens. Parce qu'il y a en effet des revanches à prendre, il ne faut pas que ce soit des revanches. Il faut que ce soit des conquêtes, mais pas des revanches. Parce qu'il arrive aussi que les hommes qu'ils soient frappés d'ostracisme. Beaucoup moins que dans l'autre exemple, mais voilà, je m'aventure sur un terrain qui nécessiterait une autre soirée, mais il faut rester, si vous voulez, il faut garder raison. Et aujourd'hui, on me dit, alors j'espère vous faire sourire, mais comme j'avais, il y a 40 ans, 40 ans, 50 ans, quand on atteignait mon âge et qu'on avait un certain parcours, c'était la récolte. Et on disait, ah ben oui, il y a une certaine considération. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on dit, si on ne connaît pas et que simplement on regarde ce que Wikipédia produit, les curriculum vitae, oui, non, il faut un jeune ou une femme. Et je viens d'avoir 3 ou 4 séries qui ont sauté, avec des gens que je ne connais pas du tout, et ça fait marcher, et on dit, non, il faut une femme. Non, là, il faut un jeune. Là. Alors que l'expérience, quand même, quelquefois, ne nuit pas, vous voyez, surtout dans nos métiers. Alors, il y a une réflexion qui est importante à mener. Toute révolution passe par un certain nombre d'exagérations dans un sens ou dans un autre. Je pense que la société est en train, petit à petit, de s'équilibrer au mieux des intérêts de ceux qui ont été malmenés. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'eugénisme, si j'ose dire. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Donc, on va maintenant passer aux questions du public. Donc, le public, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et on va venir vous amener un micro. C'est moi qui vais amener le micro. Non, normalement, il y a un staff qui est censé amener le micro. Vous voulez mon micro? Non, je prendrai celui de Flavie, merci beaucoup. Excusez-moi. Il y a un monsieur en bleu qui est là, qui a Parfait. le premier, mais Dieu merci, il y en a d'autres. Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport à la digitalisation de la musique classique.
Est-ce qu'on peut encore apprécier la musique comme lorsqu'on va dans un concert, à un concert dans une vraie salle de concert, ou est-ce qu'elle ne devient pas justement un produit du fait de cette digitalisation plutôt que finalement un service et une transmission? Écoutez, moi, en ce qui me concerne, je crois beaucoup à l'acoustique, plus qu'au numérique. Le numérique est un paramètre intéressant, la digitalisation est un rappel aussi de moments qui ont pu être heureux, mais je vous garantis que ceux qui n'ont jamais été dans un concert et qui ont souvent entendu que des enregistrements dans des bonnes conditions et qui découvrent la magie du concert en direct et vivant, s'accordent à dire, surtout que si c'est dans une bonne salle avec de bons éléments, que ça n'a rien à voir. Je crois que la part d'humanité, moi je suis un fervent partisan si vous voulez, du direct et je suis pas un fanat ni des réseaux sociaux, ni des technologies qui sont destinées à aller uniquement dans un seul sens. Je crois que la musique, il y a une charnélitude de la musique, si j'ose dire. Il y a quelque chose de sensoriel, de palpable. Il y a l'éphémère qui vous transmet parfois des émotions incroyables. Qu'on éprouve au théâtre, d'ailleurs, écoutez une pièce de théâtre dans un enregistrement et vivez-la avec les acteurs, ça n'a strictement rien à voir. Et la musique, c'est pareil, si c'est bien fait, dans des bonnes conditions. Alors, ce sont des compléments, il ne s'agit pas de les nier. Ça permet un rappel, ça permet aussi une connaissance quand on n'a pas la possibilité d'aller souvent au concert, mais le pur plaisir que peut procurer le direct, si j'ose dire, c'est à mon avis irremplaçable. Mais ça n'est que mon avis et je le partage. Bonsoir. Ma question, ça serait plus, qu'est-ce que vous en pensez d'insérer l'éducation musicale dans les programmes scolaires? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, je l'ai timidement abordé tout à l'heure en disant que je pense que la musique vivante pourrait être peut-être plus considérée il y a des établissements spécialisés pour ça, il y a quelques lycées, quelques établissements musicaux. Mais je pense qu'en effet, on pourrait creuser ce chapitre-là pour essayer de mettre en valeur l'aspect sensoriel et l'aspect humain et fédérateur que représente la musique. J'oserais ajouter que la France n'a pas été le pays qui s'est le plus illustré dans son appétence à la musique sous toutes ses formes. Ça a été beaucoup l'écriture, la littérature, et on en peut en être heureux, la peinture, les arts plastiques, la danse, la musique, oui, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. La musique, je n'y connais rien. La musique, c'est élitiste. Je crois que c'est un art à part entière, comme ceux que je viens d'évoquer, et que je crois qu'on gagnerait à contribuer à son développement déjà dès la plus tendre enfance. Mais pas avec si vous voulez, pas avec des alibis. Ça, c'est un vrai programme, un vrai problème. Il faudrait des gens très engagés et qui connaissent et qui ont envie de transmettre l'amour de la musique et sa nécessité. Pas pour devenir des professionnels, simplement pour devenir des bons mélomanes, en sachant que c'est un domaine qui est, qui recèle des richesses. L'Allemagne est un grand pays musical. L'Autriche, la Russie sont des grands pays musicaux. Les anglo-saxons sont ils sont aussi très tournés vers le chant, vers la voix. Alors, c'est bien sûr que ça existe en France, bien sûr que je ne vais pas. Mais au départ, si vous voulez, regardez la télévision par exemple. La télévision, il y avait des heures de grande écoute. Il y a une trentaine d'années, vous aviez des émissions pédagogiques tout à fait remarquables. Vous aviez avec Jacques Chancel, des grands échiquiers, 3 heures et demie de musique en prime time, avec des artistes, mais de tous bords, pas seulement des artistes classiques, c'était vraiment un grand florilège. Aujourd'hui, la musique dite classique, ou vous l'avez uniquement sur Arte de temps en temps à 6h ou 7h du soir le dimanche, ou sur Mezzo, qui est une chaîne privée, mais plus jamais sur les chaînes nationales.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas si vous voulez, ces approches pédagogiques, sans qu'elles soient marrantes, hein, ça reste à inventer. Il y a de temps en temps une ou deux émissions faites par des gens très très bien, mais avouez que c'est rare. On compense plus, si vous voulez, l'idée de la musique avec des décors hallucinants, des projecteurs dans tous les sens, et puis on mélange. Moi, je suis tout à fait pour l'œcuménisme. J'ai été, je crois, un des premiers avec des concerts à mélanger Higelin, Jacques Higelin, comment il s'appelle je ne comprends pas. Enfin bref, des artistes de variété de haut niveau, avec la musique classique, avec Touré Kunda, qui avait un orchestre d'Africains, et j'enchaînais avec le Sacre du Printemps pour montrer la proximité qu'il pouvait y avoir entre la musique dite savante et la musique instinctive. Oui, Lavilliers, je veux dire, Lavilliers. On a fait des créations, on a joué, on a mélangé plein de choses. Mais il faut que chacun respecte si j'ose dire, son éthique, sa propre dignité. Il ne faut pas se mettre une fausse moustache, ni un costume farfelu pour attirer l'œil, plus que l'oreille. Moi, je ne crois pas. Je pense que les chefs-d'œuvre se suffisent à eux-mêmes. Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Il y a des artistes qui aujourd'hui essaient de développer des ponts entre différents styles musicaux, notamment pour démocratiser la musique classique. Je pense notamment à un pianiste qui s'appelle Sofiane Pamar, qui est premier prix du Conservatoire de Paris, et qui a décidé de mettre son talent du piano au service du rap. Il travaille avec des beatmakers, des producteurs, qui jouent pour eux de la musique, en plus d'avoir sa carrière solo et de faire des albums et des concerts. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? Je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Alors c'est les mélanges, du moment qu'il y a la qualité, je trouve ça très bien. Ce que je voulais dire, peut-être je me suis mal fait comprendre, c'est que il faut garder son identité, quelle que soit la musique qu'on approche, si vous voulez. C'est pas la peine de vouloir faire autre chose quand on joue des chefs-d'œuvre classiques pour attirer l'œil. Moi, j'ai joué avec des rappeurs. On a joué celui qui était formidable, qui avait fait une œuvre qu'ils avaient arrangé une œuvre de Bizet sur l'Arlésienne, etc. Non, c'est très très bien, mais plus il y aura de ponts et de, si vous voulez, le jeter, mais il ne faut pas qu'on se dise, ça semble être des excuses pour la musique c'est élitiste, essayons de trouver quelque chose qui pourra la rendre plus familière. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut garder son identité. Il y a des gens qui sont des jazzmen, qui font merveilleusement le jazz, et qui peuvent être aussi des musiciens de classiques épatants. Vous avez aussi des musiciens classiques qui se disent « Ah, je veux faire du jazz, mais ce n'est pas des jazzmen. » Chaque approche est un full-time job. Je veux dire, il faut vraiment se plonger dans le style. Le style, c'est l'identification, et les mélanges de styles, c'est très enrichissant. C'est formidable. Mais si vous voulez, il ne faut pas se dire « Tiens, on va faire du rap pour attirer les gens avec le classique. » Et réciproquement. Je pense qu'on peut mélanger. Ça peut être des... Voilà, il y a des... C'est aussi à la sensibilité de chacun que ça revient, selon ses propres affinités. Vous avez des musiciens merveilleux, qui ont une technique formidable et qui sont dans la variété, qui sont dans le jazz, dans le rap, dans plusieurs formes de musique. Mais voilà, pour moi, du moment que la qualité est là, c'est totalement respectable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur était là. Là, ici, là. Là, raté, là. Ce mot. Bonsoir. Du coup, en tant que chef d'orchestre, vous procurez du plaisir à votre auditoire. Pardon, je ne suis pas comme Beethoven, mais le masque, d'ici, ça masque beaucoup. Oui, je disais que du coup, en tant que chef d'orchestre, vous procuriez du plaisir à un auditoire. Mais comment est-ce que vous en avez, est-ce que ça passe par un public réceptif, par un lieu exceptionnel, par, je sais pas, une œuvre qui vous plaît vraiment? Qu'est-ce qui fait votre plaisir de chef d'orchestre? Ah oui, écoutez, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce qui fait que peut-être je ne fais pas mon âge? C'est la passion nourrie que je cultive depuis
très très longtemps et qui, la passion du son maîtrisé et à transmettre. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on ne peut pas avoir de... Vous savez, on dit que pour aimer, il faut s'aimer un petit peu soi-même. Et je crois que pour transmettre, il faut être soi-même totalement investi de la joie et du bonheur qu'on a envie de partager avec un auditoire. Depuis que je suis tout petit, mon grand-père, je suis né dans une famille où il y avait à la fois des comédiens et des musiciens. Ma mère était sociétaire de la Comédie Française et mon grand-père était le créateur de l'orchestre de la Société des Instruments Anciens. En 1911, Camille Saint-Saëns était le premier président de son orchestre. Il a joué devant Tolstoï. J'ai une photo de Tolstoï sur ma cheminée qui dit c'est une des plus belles choses que j'ai entendues. Et moi, j'ai été élevé dans la passion à 4 ans. Je n'ai pas été percussionniste tout de suite. À 4 ans et demi, on m'a mis un violon dans les mains, j'ai joué du violon. Et c'était Jean-Sébastien Bach. Et après, c'était la valse viennoise et c'était le tango. Oui, que déjà à 5 ans, 5-6 ans, j'avais cette espèce d'œcuménisme qu'on vient d'évoquer. J'adorais Bach, et je l'adore toujours. Et la valse viennoise m'a conduit à Schubert, à Mahler, et le tango, j'ai joué avec Piazzolla, et j'adore le tango, je trouve que c'est je t'aime, je te tue, enfin c'est quelque chose d'extraordinairement prégnant et magnifique. Donc ça c'est de la musique, ce sont des musiques merveilleuses, si vous voulez. Donc j'ai éprouvé du plaisir très très tôt, et c'est avec ce plaisir que j'ai éprouvé que j'ai ensuite eu envie d'aller plus loin et de travailler la musique en profondeur pour pouvoir en effet traduire mieux ce plaisir. Alors, je suis devenu ensuite batteur, non, pianiste, j'avais un orchestre de jazz à 14 ans comme pianiste, et ensuite j'ai mon cousin Robert Casatsu qui était un immense pianiste, devant mon désir exprimé d'être chef d'orchestre, m'a dit « Ah là là, oui, tu es un peu tard à ton âge, moi j'avais 16 ans, il est un peu tard pour devenir un grand pianiste ou un grand violoniste. » Par contre, la percussion, c'est un poste d'observation formidable. Donc, après la fin de mes études secondaires, j'avais envisagé de faire Sciences Po. Je voulais être grand reporter, avant que la musique ne m'attrape au collet. Je voulais aller sur les points chauds du globe. Et finalement, je me suis bien joué de l'orgue pendant des heures. J'étais complètement fasciné par cette possibilité d'improviser des sons extraordinaires sur cet instrument même magique. Et je suis rentré au conservatoire comme percussionniste, j'ai été batteur et percussionniste, et ensuite à 30 ans j'ai suis devenu chef d'orchestre. Mais ça a toujours été dans le but d'éprouver ce plaisir si vous voulez, qui pour moi est toujours irremplaçable. Bonsoir. Est-ce que selon vous, assez de place est donnée aux œuvres contemporaines dans le répertoire des chefs d'orchestre? Écoutez, les chefs d'orchestre, ce sont eux qui, en effet, doivent y penser s'ils ont la possibilité de choisir. Alors, je vais vous répondre. Moi, j'ai été pendant 20 ans président d'une association qui s'appelait Musique Nouvelle en Liberté, qui était une association de soutien à la création contemporaine. Et je me suis efforcé, je continue, puisqu'à Montpellier, j'ai joué l'œuvre d'une femme qui s'appelle Graciane Finzi, qui est une femme compositeur qui a beaucoup de talent. Et donc, je suis un fervent défenseur de la musique sous toutes ses formes. J'ai travaillé 10 ans avec Pierre Boulez. Et donc, si vous voulez, je pense que à chaque époque, a correspondu à un langage, qu'à chaque époque a correspondu une musique, et qu'on se doit de contribuer à nourrir le patrimoine de demain. Ce n'est pas forcément au public qui est souvent en retard devant la proposition d'œuvres nouvelles. C'est pas à celui d'aujourd'hui de juger, c'est à celui de demain peut-être. Vous savez qu'il y a un grand nombre de compositeurs qui sont devenus célèbres et qui, en leur temps, ont rencontré de grandes difficultés. Donc je suis évidemment totalement acquis à la nécessité d'aider la création contemporaine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Bonsoir. Vous avez dit que vous aviez eu un poste à Nantes, et je sais qu'il y a les folles journées à Nantes, et je voulais savoir si vous y aviez contribué à la mise en place de l'événement, et si vous pensez que c'est une manière de contrer la centralisation de la musique classique à Paris, et si cette centralisation est encore d'actualité aujourd'hui.
Bon, alors je veux dire, là, non, maintenant, vous avez, en France, vous avez des grands orchestres qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas la réputation qu'ils ont aujourd'hui. Vous avez, je les cite dans le désordre, vous avez Toulouse, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux. Bon, vous avez des grandes villes musicales dans ces villes-là. Il y en a d'autres que j'oublie sûrement. Qui ont des plus petits orchestres. Bon, Paris, en effet, concentre, c'est vrai, a toujours concentré, l'Opéra de Paris concentrait une très grande part du budget de la culture, pour ne pas dire la moitié. Bon, ce sont des combats, ça dépend aussi des élus des villes qui sont convaincus, plus ou moins, de développer telle ou telle partie de la culture, si vous voulez. Mais je pense... le début de votre question, c'était les Nantes, la folle journée de Nantes. Donc, moi, j'y ai joué, bien sûr, j'y ai pas contribué à la création, mais c'était une très très belle idée de René Martin, et ça perdure d'ailleurs, avec toujours les difficultés qu'on peut rencontrer dans les longues, si vous voulez, les longues marches culturelles, mais ça a été formidable, ça a en effet contribué à attirer un grand nombre non seulement d'artistes, mais aussi de public, pour l'approche de la musique dite classique. Bon, moi j'étais à Nantes aussi, mais j'étais à Nantes comme dans l'orchestre des Pays de la Loire, avant bien avant la création de la folle journée. J'avais été donc engagé aux côtés de Pierre Bermot, qui lui était directeur général, et moi j'étais directeur de Nantes. Un autre chef d'orchestre était directeur de l'orchestre d'Angers, et on a bâti à cette époque-là la première finalement grande réforme de décentralisation de la musique en France. Qu'ensuite j'ai pu développer à Lille quand Michel Guy me demandait en 1975 de terminer le contrat d'un orchestre qui depuis s'est développé, qui je crois est devenu un des très beaux orchestres français. Il y avait un monsieur qui avait une question. Bonjour. Moi j'avais une question. Vous qui avez vu et entendu beaucoup de choses dans la musique italienne internationale, est-ce que aujourd'hui vous pouvez encore être surpris ou on va dire, est-ce que vous découvrez encore de nouvelles choses dans la musique par ce qui sort aujourd'hui par les nouveaux artistes, les nouveaux orchestres? Est-ce qu'il y a un groupe, un orchestre qui attire votre attention en ce moment? Écoutez, je suis très très épaté par la qualité de jeunes musiciens qui passent aussi des concours internationaux. J'ai été président d'un jury de concours de piano il y a exactement 3 semaines, Piano Campus, qui a été créé par un monsieur qui est amoureux de la musique, qui s'appelle Escombe. J'ai présidé un autre jury dans le Nord. Je m'aperçois qu'il y a une grande appétence, en tout cas, une grande appétence pour exercer ce métier. Alors, des formations, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup plus qu'il y a une trentaine d'années. Je n'en ai pas une en particulier, mais il y a beaucoup de petits ensembles. Vous avez des grandes institutions. Bon, à Paris, vous avez l'Opéra de Paris, deux grandes maisons, enfin, la Bastille et Garnier. Vous avez l'Orchestre de Paris, vous avez deux orchestres à la radio, plus des associations, Colonne, Padoue, Lamoureux, et un florilège de musiciens qui décident sous l'égide de quelqu'un qu'ils ont choisi de faire de la musique ensemble. Et ça, il y en a beaucoup de chœurs aussi qui commencent à émerger. Alors voilà, on ne les connaît pas tous, c'est toujours un combat, il faut trouver des fonds, il faut trouver des moyens. Il y en a beaucoup qui travaillent pour presque rien, mais ils essayent de tracer leur route. Je ne peux pas vous dire qu'il y ait un ensemble nouveau particulièrement qui attire plus mon attention. Simplement, je sais qu'il y a en France, vous avez aussi la Picardie qui a son orchestre, dans cette région de maintenant quand même 6 millions d'habitants. Bon, vous avez à Lyon, vous avez plusieurs orchestres avec l'opéra et l'orchestre symphonique. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits et je crois qu'en effet, il y a des prises de conscience qui devraient en même temps se développer encore plus
à l'éducation nationale. Voilà, pour continuer d'essaimer. Et je dirais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune délinquance dans les écoles de musique. Et je crois que c'est vrai, c'est fédérateur et ça permet d'établir des liens et une part d'humanité qui risque, si on n'y prend pas garde, dans un monde qui est quand même difficile et souvent cruel, de malheureusement éloigner les gens les uns des autres. Voilà. Merci. Bonsoir. J'ai une question concernant l'orchestre que vous avez parlé au début, donc dans le Nord, que vous avez pu sauver, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a selon vous, pourquoi vous avez cru en cet orchestre alors que les gens autour de vous n'ont pas cru? Et quels étaient un peu, on va dire, les challenges dans toute cette démarche? Comment vous y êtes pris? Vous savez, il y a des musiciens cassés puisqu'ils étaient destinés à disparaître. Et j'avais à convaincre les politiques d'apporter leur contribution à l'émergence d'une nouvelle, d'une nouvelle piste, si vous voulez. Je ne vous cache pas qu'il faut, comme on dit, avoir la foi du charbonnier. Il faut avoir la foi chevillée au corps. Que quand j'appelais moi-même les maires des petites communes pour leur dire on devrait faire des concerts pour les enfants, je rencontrais parfois des interrogations qui, en général, se sont souvent transformées en approbation. Mais quand je dis qu'il faut y croire, ça veut dire que quand on part de très très bas et qu'on ne peut pas descendre plus bas et qu'on a une passion, pour répondre à ce que je disais à notre ami tout à l'heure, qui est de transmettre le son, qui vous en donne, qui vous envahit vous-même, finalement de faire vivre des chefs-d'œuvre et de faire croire à ceux qui pensaient ne pas y avoir droit qu'ils y avaient droit à cette émotion. Voilà, ça m'a causé un très très grand travail, si j'ose dire, mais qui a débouché sur quelque chose de possible. Je ne crois pas aux fatalités, à part évidemment la maladie et la mort, mais je crois que quand on a un désir, un vrai désir, qui s'appuie aussi sur si j'ose dire, sur une nécessité citoyenne, je dirais, associer une société à quelque chose qu'on croit bon pour elle, sans la forcer, sans faire de pression, mais en donnant les moyens d'y accéder. Je crois que voilà, c'est possible. Le challenge, vous savez, quand on part de rien, c'est de se dire, voilà, il reste 37 musiciens cassés, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, il y en a 100, si vous voulez. Et puis on a fait le tour du monde. Donc c'est possible. Et c'était en pleine crise. Hein. Je vous rappelle qu'en 1975, c'était le troisième choc pétrolier, et rien n'était finalement facilité pour la culture. Donc on se retrouve aujourd'hui dans des circonstances qui sont aussi difficiles dans un autre domaine. Voilà, ça a toujours été difficile de vivre, d'exister, de faire se développer des grands projets. Simplement, si on y croit de toutes ses forces, je crois que voilà, on peut franchir des échelons. Ça prend quelquefois des années. Merci. Il faut garder l'espoir. L'espoir et ne pas renoncer. Quelle relation entretenez-vous avec les musiciens de votre orchestre? Est-ce une figure d'autorité que vous adoptez ou une figure de mentor au quotidien? Qui n'a pas le chef avec des galons. Vous pourrez penser. Ce sont des collègues, vous savez, je vous réponds très simplement. Il y en a beaucoup que je plus maintenant parce que je suis là âgé et il y en a beaucoup qui sont à la retraite ou bien disparus, mais j'ai fait le métier avec eux. Et ce qu'il faut, c'est en effet se faire pardonner les galons qu'on porte. La seule façon, c'est la qualité. La seule façon, c'est de permettre aux musiciens avec qui on travaille de leur montrer qu'on est là pour leur permettre de faire leur métier le mieux possible. On ne leur impose pas notre propre volonté. Notre propre volonté, elle vient du service que l'on doit au compositeur. Donc je suis moi-même un serviteur et le but, c'est en effet de transmettre cet état de service que je ressens. C'est comme ministre, hein. Le mot ministre, il a été dévoyé, mais en grec, ça veut dire serviteur. Et donc, c'est leur montrer qu'on a un objectif commun et qu'on est tous dans le même bateau, si vous voulez. Bon, les chefs, il en faut, bien sûr qu'il en faut. Tout le monde n'est pas appelé à l'être. Et c'est parsemé d'embûches, croyez-moi.
Mais je crois qu'en effet, non, mentor, adjudant-chef, caporal-chef, colonel, pas du tout. On a tous une fonction. Moi, ma fonction, c'est de faire respecter ce qu'ils ont sous les yeux, en les aidant et en recueillant aussi leur expertise, leur expérience, leurs suggestions. Sauf que on ne peut pas voter pour savoir quel tempo on va prendre. Alors c'est en effet les limites d'une certaine démocratie. On peut échanger. Ils ont des idées. Les solistes ont des idées. Et avant tout, ça passe par leur respect. Le respect de la musique et le respect des gens avec qui on travaille. Merci. J'en prie. Oui, madame. Bonsoir. Vous dites que vous passez environ 150 heures à préparer l'analyse d'un morceau avant de le faire jouer. C'est pas toujours 150, hein. Quelquefois c'est 155, quelquefois c'est 130. Ma question, c'est comment est-ce que vous arrivez à transmettre aux musiciens cette analyse que vous avez faite? C'est quoi le vecteur comment est-ce que vous leur donnez cette vision que vous avez, vous, de l'œuvre? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a l'imprégnation dans laquelle j'ai plongé pendant ces dizaines d'heures à essayer de comprendre la pensée du compositeur, à essayer de me glisser dans ses habits en faisant en sorte qu'il ne soit pas trop grand pour moi. Et ensuite, quand j'ai cette image sonore intérieure, eh bien, j'essaie de la transmettre aux musiciens. J'essaie de devenir le hautbois, le trombone, l'harpe, le violon avant qu'il ne joue. J'essaie d'entendre ce qu'il va jouer avec mon indication, parce que le bras peut être brutal, doux, elliptique, transparent. Ici, vous avez des couleurs, vous avez des tas de... Et puis la transmission de pensée. Et puis, on peut aussi, par borborigme ou en chantant, transmettre l'énergie, la douceur, la violence, la tristesse, la nostalgie qu'on a envie de transmettre aux musiciens. C'est un travail spécial. C'est quelque chose d'un peu irrationnel. Vous placez 4 personnes devant le même orchestre, avec le même morceau, vous leur dites jouer l'un après l'autre, et ça ne sonne pas pareil. Pourquoi? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre une caresse et une chatouille? Ah, il y en a, ça, vous êtes transporté. Il y a quelque chose de très charnel dans la musique, comme dans la vie. Vous avez immédiatement quelqu'un, vous le sentez. Ou quand on dit je ne peux pas te sentir, ça vient de là. Les musiciens, ils peuvent ne pas vous aimer. Et puis vous pouvez aussi avoir une difficulté de contact. Mais c'est toujours de la faute du chef. Hélas, quoi qu'il arrive. Et quand c'est très bien, c'est grâce aux musiciens, entre guillemets, et quand c'est pas bien, c'est toujours le chef. Donc on doit se mettre, au fond, on doit laisser à l'entrée de la salle de répétition nos propres problèmes, qu'on a comme tout le monde, et essayer de se mettre au service de la musique, et donc de l'assemblée qu'on a à diriger. Hein, en un mot, diriger, c'est servir, vous savez. Merci beaucoup. J'ai enlevé le masque du coup. Vous avez parlé de votre relation avec une musique, mais du coup, quelle est-elle avec la musique? Est-ce que finalement, l'aspect charnel que vous avez cité avec la musique, je ne sais pas, les émotions qu'elle vous procure, comment vous passez par rapport à la musique? Quelle place a-t-elle dans votre vie? Écoutez, la musique, vous venez de le dire, c'est la musique. J'ai adoré le jazz, j'adore certains chanteurs de variété, j'adore certaines musiques de films, j'adore Ennio Morricone, pour me parler de lui par exemple, j'adore Beethoven, j'adore Wagner, je viens de diriger Saint-Saëns avec un grand bonheur et Shostakovich, et ça me parle, si vous voulez, c'est tout. Chaque chanteur, grand chanteur, chaque interprète, quel qu'il soit, a une capacité de vous transmettre sa propre vibration. Et moi, j'en ai une aussi, évidemment. Donc, je ne suis pas du tout, je suis pas sectaire, comme vous l'avez peut-être compris. J'ai dirigé des œuvres dites d'avant-garde et je dirige avec un grand bonheur des œuvres de Jean-Sébastien Bach. Voilà. Dont la musique me parle ou me parle pas, parce que tout n'est pas au même niveau, hein, évidemment. Il y a des choses qui m'interpellent moyennement. Je trouve que
D'une façon générale, les musiques environnantes qu'on a actuellement, c'est une espèce de robinet d'eau tiède, souvent, que ce soit dans les ascenseurs, dans les supermarchés, dans les machins, c'est remplissage. Je déteste la musique dans les restaurants parce qu'on a l'impression que c'est pour que les gens qui ne se parlent pas puissent penser à autre chose. Tout ça est complexe, si vous voulez. Il y a actuellement la semaine du son, elle vient de se terminer, mais aussi où je suis un fervent militant, parce qu'aujourd'hui vous avez la compression des sons. Aujourd'hui il y a quelque chose de très bizarre, c'est que les musiques d'ambiance, les musiques de magasins, les musiques, des musiques dites de variété, pour qu'on les entende au-delà de tous les bruits de la ville, on les compresse. Alors il y a quelque chose qui, paraît-il, est très nuisible aussi pour l'audition, que ces générateurs de nuisances, d'acouphènes, et tout ça. Donc il y a plusieurs musiques, si vous voulez. Et puis, il y a la musique qui est un bruit musical. Très souvent, dans notre société, on entend beaucoup de bruits musicaux. Moi, ce qui m'importe, c'est de ressentir ce qu'il y a derrière la création qu'on me propose. Mais il y a beaucoup de musiques qui sont uniformes aujourd'hui. Et dans cet uniforme, je ne m'y reconnais pas toujours. Merci beaucoup. Il y a une dernière question. Alors, je vous remercie de votre attention. Mais je vais vous dire, c'est une grande émotion de pouvoir voir briller dans l'œil de l'interlocuteur l'émotion qu'on a éprouvée et qu'on a eu envie de partager. Et quand je suis devant un grand orchestre et que je sens la complicité, que je sens l'empathie, rien ne peut me rendre plus heureux. Je suis épuisé avant, épuisé après, mais sur scène, dans ces moments-là, le roi n'est pas mes cousins, je suis increvable. Mais c'est vraiment très agréable de pouvoir transmettre du bonheur, si vous voulez, à ce niveau-là. Et j'espère que vous en aurez beaucoup. Allez au concert, écoutez de la musique vivante. Et vous avez le droit de vous embêter, parce que ça arrive quelquefois. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venu et merci beaucoup à vous, Monsieur Casatsu, d'avoir participé à cette conférence. Bon courage et bons examens.